Bon après-midi à tous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués à ce stade-ci. Donc, oui, une présentation sur l'évaluation des interventions en ligne auprès de minorités sexuelles au Canada, je précise tout de suite. Mais d'abord, avant de commencer, quelques mots sur l'équipe Sexualité et Genre Vulnérabilité Résilience. Il s'agit d'une infrastructure de recherche qui existait depuis 2005, qui existe en fait depuis 2005, qui a été financée d'abord pour 5 ans jusqu'en 2010 par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, qui comptait 9 universités affiliées à cette équipe-là, une quarantaine de chercheurs. Elle a été renouvelée, cette infrastructure de recherche-là, pour le Québec seulement, de 2011 à 2016. Et comprend cette fois-ci 9 universités, je pense, et à peu près une quinzaine de chercheurs cette fois-ci. Et les objectifs de SVR sont d'explorer les différentes formes d'oppression que les minorités sexuelles LGBT peuvent se... Je vais avoir une définition de minorité sexuelle dans la prochaine diapo pour vous, peuvent éprouver. Entre autres, on a parlé beaucoup dans les médias récemment, vous le savez, du problème de l'intimidation en milieu scolaire. Donc, SVR Jeunesse pour le Québec s'intéresse beaucoup à cette question-là, mais s'intéresse également aux espaces de socialisation, qu'ils soient physiques ou virtuels. Bien sûr, on parle d'Internet, mais aussi des autres espaces de socialisation, comme si à Montréal, nous avons bien sûr le Village Gay et plein d'organismes communautaires qui peuvent accueillir ces minorités-là. Alors, pourquoi s'intéresser à Internet et à la santé des minorités sexuelles? Alors, la définition que je vous avais promis, la voilà. Donc, plusieurs individus qui peuvent se définir comme lesbiennes, gays, bisexuels, bispirituels. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que ça veut dire, bispirituel? Oui, une personne? Non, personne? Alors, on dit en anglais two spirit, deux personnes à deux esprits. Dans certaines nations autochtones, avant l'arrivée des Européens, on acceptait des personnes qui se considéraient à deux esprits, c'est-à-dire avec l'esprit masculin et l'esprit féminin. Ils pouvaient vivre à la fois comme hommes et femmes dans leur communauté. Et il en subsiste encore aujourd'hui quelques-uns à travers des communautés au Québec, mais c'est très rare. On parle également de personnes transsexuelles et transgenres. La différence entre transsexuel et transgenre, c'est qu'une personne transsexuelle est dans un processus de changement de sexe avec le désir d'avoir une opération de réassignation sexuelle, alors que toutes les personnes qui se désignent comme transgenres ne sont pas nécessairement intéressées par les opérations, qu'elles soient pour du passage d'un homme vers une femme pour avoir des seins ou d'autres opérations. Quand on parle de personnes intersexuelles, maintenant, ce sont des gens qui sont nés avec une ambiguïté de sexe à la naissance, et habituellement, il y a une opération chirurgicale pour éliminer cette ambiguïté-là, avec toute la controverse que cela et les problèmes éthiques que cela peut poser. Alors, on a maintenant un corpus de recherche populationnelle qu'on n'avait pas il y a 20 ans au sujet des problématiques de santé qui touchent particulièrement les minorités sexuelles. Juste pour vous donner une idée, la première fois qu'on a posé la question sur l'orientation sexuelle au Québec, c'était lors de l'enquête sociale et de santé en 1998, donc assez tard. Et figurez-vous qu'au Canada, c'est seulement qu'en 2003 qu'on a posé la question sur l'orientation sexuelle dans les enquêtes canadiennes, l'enquête sociale l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Donc, c'est assez récent qu'on a des données populationnelles qui sont, comme vous le savez, des données qui sont les plus retenues par les preneurs de décision pour développer des programmes et des services. Également, on a noté dans les recherches que ces populations-là peuvent expérimenter différentes formes d'inégalité, non seulement dans l'accès à l'information, mais aussi à l'accès aux services de santé, que ce soit de la part des professionnels de la santé ou des intervenants communautaires. Et ça, malgré et que Internet, en fait, pourrait contribuer à atténuer ces problèmes d'accessibilité-là, malgré les limites, on en a parlé toute la journée, des limites associées aux informations sur la toile, que ce soit des informations erronées ou que ce soit des gens qui se posent eux-mêmes un diagnostic sans consulter un professionnel de la santé, ou même des gens qui vont décider de prendre des substances s'automédicamenter finalement. Puis on a parlé plutôt, vous savez, des dangers réels que peuvent constituer des informations sur Internet, en particulier dans le cas de la problématique du suicide, on en a parlé. Alors, si on se reprend un peu dans l'histoire, quels sont les premiers programmes d'intervention en ligne qui ont existé et pourquoi ils ont été mis en place? Bon, il y a des chercheurs de santé publique en Californie, dans la région de San Francisco, en 1999, qui avaient découvert qu'un nombre important de cas de syphilis étaient rapportés dans les cliniques de santé sexuelle. Et lorsqu'ils interrogeaient les personnes pour savoir s'il pouvait y avoir des liens avec quelque chose qui aurait pu contribuer à la diffusion, ils ont découvert que tous ces gens-là s'étaient rencontrés sur Internet. Et cela, c'est vraiment devenu une préoccupation de santé publique
pas seulement en Amérique du Nord, mais également en Europe, et les autorités de santé publique ont commencé à vouloir intervenir dans les lieux de rencontre, dans les sites de rencontre. Et le Québec n'a pas échappé à cette tendance-là. Alors, dès 2000, il y a eu un premier programme d'intervention en ligne qui a été mis en place à Montréal par l'organisme Action 00 en 2000, qui comprenait à la fois un site Internet avec de l'information sur la santé sexuelle, mais également une équipe d'intervenants et de bénévoles qui passaient des heures régulières à toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, dans un site de rencontre en particulier à cette époque-là, qui était très populaire. Et ensuite de ça, on a vu ces programmes d'intervention-là se multiplier au cours des années 2000. Alors, nous, on a fait une recension de sites en 2008, on a fait une recension des sites qui existent au Canada avec des recherches par mots-clés. Et on a découvert qu'on pouvait dire qu'il y a deux catégories. Il y a plusieurs types d'activités en ligne. Donc, il y a des sites avec des contenus prédéterminés sur la santé sexuelle. On peut retrouver dans ces sites-là les descriptions des agents pathogènes, les niveaux de risque associés aux pratiques sexuelles, les symptômes et les traitements. Et aussi, bien sûr, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, les activités interactives. Donc, je redis encore, les intervenants qui sont présents sur les sites de rencontres, mais aussi des forums de discussion sur les sites, des babillards questions-réponses, qu'on verra tout à l'heure qui sont très populaires, et plus tard, des blogs et des réseaux sociaux comme Facebook. Bon, quand on parle de recherche évaluative, la première, à notre connaissance, qui a eu lieu au Canada, c'est l'évaluation de réseau qui a été faite entre 2002 et 2004. Et dans les constats de cette recherche-là, on a remarqué, comme dans d'autres recherches ailleurs aux États-Unis, que ce genre d'intervention-là permet de rejoindre des populations difficiles à rejoindre habituellement, comme les jeunes, les résidents des régions, qui sont loin des grands centres, et les communautés culturelles. Quand j'ai fait ma thèse de doctorat, en entrevue, j'ai demandé aux intervenants dans quel contexte ils pouvaient rencontrer des personnes d'origine culturelle variée. Et on a vraiment insisté sur le fait que dans certaines communautés, l'homosexualité est tellement taboue que les gens vont préférer l'anonymat pour communiquer avec un intervenant. Donc, Internet semble répondre à un besoin de ce côté-là. Il y a eu peu de recherches qui se sont intéressées au Canada jusqu'à très récemment sur les autres programmes d'intervention en ligne qui ne sont pas destinés aux hommes gays bisexuels. On n'avait rien, on n'a aucune connaissance sur est-ce qu'il existe des programmes d'intervention en ligne pour les personnes pour les femmes bisexuelles, pour les personnes transgenres, pour les lesbiennes. Donc, on a décidé de conduire une première recherche. Une autre information aussi que j'aimerais rapporter, que j'ai oublié, c'est qu'on avait demandé à des organismes qu'on avait repérés sur Internet de participer à un questionnaire en ligne pour un peu leur demander c'est quoi les facteurs de succès, les obstacles qu'ils rencontrent dans le développement de leurs activités. On leur a demandé également de nous dire c'est quoi les types d'activités interactives qu'ils proposent à leurs usagers. Alors, 91% des 80 organismes participants nous ont dit qu'ils avaient un courriel pour permettre aux usagers de rejoindre facilement un intervenant. 6% seulement des sites proposaient un salon de clavardage intégré au site. Et ça, c'est en raison, vous le savez, on en a parlé plus tôt ce matin, des ressources humaines que ça demande, le temps que ça prend pour assurer une présence. Un autre phénomène intéressant qu'on a vu en 2008, c'est qu'on n'avait pas vu avant ou qu'on ne soupçonnait pas de voir, c'est l'augmentation de la popularité de Facebook. Alors, dans les organismes sondés, il y avait quand même 35% des organismes qui avaient une page Facebook disponible pour les usagers. 20% utilisaient aussi, je ne sais pas si vous connaissez ça, les logiciels de messagerie instantanée. C'est-à-dire que vous avez un logiciel qui s'appelle MSN, par exemple, où vous avez une liste de contacts et vous pouvez ajouter à ça, dans vos contacts, un contact d'un intervenant d'un organisme, ce qui facilite les interactions. Il y avait 34% des sites également qui avaient des babillards questions-réponses et 26%, on a vu que c'est un phénomène qui était à la baisse parce que les forums de discussion sont de plus en plus difficiles à maintenir et prennent beaucoup de temps. 26% de forums de discussion. Alors, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. On a fait une recension des sites qui mettaient en évidence plusieurs contenus également. On avait des contenus sur la santé physique, mentale, sexuelle, les habitudes de vie, les relations interpersonnelles et sociales et la lutte pour les droits. Parce que vous vous imaginez que, par exemple, si vous prenez le cas des personnes trans, si Internet n'avait pas existé dans les années 90, le mouvement de militance pour les trans ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il était très important pour les personnes trans, comme pour d'autres communautés des minorités sexuelles.
Et on a remarqué qu'il y avait toujours une grande variété de populations ciblées, que ce soit des jeunes, des adultes, des personnes âgées, personnes de communautés culturelles, les personnes trans ou les personnes vivant avec le VIH ou les utilisateurs de drogues injectables. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je l'ai dit, plusieurs sites proposent des activités interactives. Et on a remarqué que 80% des sites recensés au Canada sont des organismes, des gestionnaires de ces activités-là, sont des organismes communautaires. Alors maintenant, c'est le temps de vous parler de la recherche qu'on a menée en 2009-2010. On s'est intéressé à savoir, à mieux documenter, c'est quoi les usages de santé d'Internet parmi les minorités sexuelles. Quand elles vont sur Internet pour faire des recherches d'informations sur la santé, comment ça se passe? Quels sont les thèmes de santé recherchés? Afin de dresser finalement un portrait de ces usages-là. Et ensuite de ça, formuler des recommandations aux gestionnaires des sites, justement, pour les informer de leurs besoins en matière d'information. Alors, dans le questionnaire en ligne auquel 2187 personnes ont répondu, on va le voir un petit peu plus loin, on a abordé beaucoup de thèmes. Donc, comment les gens évaluent leur état de santé eux-mêmes, quelles sont leurs préoccupations au cours de la dernière année en matière de santé, quelle a été la fréquence de leurs recherches sur l'information en ligne, quels sont les outils qu'ils ont utilisés et les modes d'appropriation, qu'est-ce que ça signifie. C'est une fois qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on discute avec les personnes de l'entourage? Est-ce qu'on en discute avec des professionnels de la santé? Est-ce qu'on en discute en ligne ou en face à face? Ce sont des questions qu'on se posait. Et ce qu'on va voir uniquement aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup trop de données, on n'aurait pas le temps de regarder tout ça, on va surtout se concentrer sur l'appréciation des usagers qu'ils font des sites qu'ils ont visités en général et l'appréciation des activités interactives. Alors, dans les stratégies de recrutement, on a travaillé plusieurs mois pour faire la promotion de cette étude-là auprès des 240 sites qu'on a recensés, 118 sites LGBT et 121 sites SIDA. On a fait de la publicité sur le magazine Extra en ligne et également dans le bulletin de liaison de leurs membres, des milliers de membres. On a envoyé des courriels en masse, comme vous pouvez voir, à des membres d'un site de rencontre qui s'appelle Squirt et également qcboy.ca. On a envoyé des messages de promotion dans plusieurs groupes, comme Facebook et Yahoo. Et on s'est retrouvé avec un échantillon, comme je disais, d'une taille assez importante, avec une proportion de personnes âgées de 30 ans et moins un peu plus élevée que le quart. Vous voyez très bien que les femmes sont sous-représentées et ça s'explique tout simplement parce qu'il y a peu d'organismes communautaires qui offrent des services ou qui ciblent les femmes de minorités sexuelles. Donc, nous, on avait des partenaires à travers tout le pays et ça a été très difficile de recruter un nombre de femmes qui aurait dû être plus élevé que ça. Également, les personnes transgenres sont moins nombreuses. La population de personnes transgenres est également très éparpillée et il y a également plusieurs difficultés à les recruter. Au niveau de la répartition géographique, on a une surreprésentation de l'Ontario et du Québec, mais on était quand même satisfait d'avoir recruté 20% de nos participants dans les régions des provinces des Prairies. Et un peu moins sur la côte ouest, mais très peu en Atlantique. Ça s'explique encore par la rareté des organismes pour les LGBT dans ces régions-là. On avait quand même une proportion de 22% de bisexuels dans notre échantillon. La majorité sont gays ou homosexuels, avec un 7% de personnes lesbiennes, 5,6% de queer. Queer, les gens me demandent ce que c'est. C'est une expression anglophone pour désigner quelqu'un qui ne veut pas... en fait, le terme veut dire étrange, quelqu'un qui refuse de s'identifier à des étiquettes en particulier. Certaines choisissent plutôt ce terme-là, qui laisse place à plus d'interprétations. Alors, au niveau des revenus, vous pouvez voir qu'il y a quand même un pourcentage assez important de personnes qui ont de 30 000 de moins par année. Et alors on leur a demandé quels sont les outils utilisés au sujet de la santé au cours de la dernière année, au niveau de la fréquence, des outils qui sont souvent ou toujours utilisés. Alors, vous pouvez voir, on a pris pour l'ensemble des échantillons ici la première colonne, la deuxième colonne pour les moins de 30 ans et la troisième pour les trans. Et on peut voir quand même des différences importantes. Alors, parmi les outils qui sont les plus utilisés, on remarque que c'est les forums de discussion. Mais si vous voyez parmi les moins de 30 ans et les trans, il y a un écart qui est très important quant aux personnes qui ont déclaré utiliser ces outils-là souvent ou toujours. La même chose pour les forums, les babillards questions-réponses, et ainsi que les blogs. Et les sites de réseautage sont à peu près au même titre utilisés par les deux sous-groupes, un peu plus par les trans. On leur a demandé également de nous dire quel genre de site ils visitent.
Alors, il y a des sites pour l'ensemble de la population, peu importe l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Il y a des sites pour l'ensemble des communautés LGBT. Et il y a des sites pour les orientations spécifiques, que ce soit une ou l'autre des minorités. Je vais aller un petit peu plus vite. En fait, non, ça va bien. Il nous reste 2 tableaux. Celui-ci a l'air un petit peu impressionnant, mais vous allez voir, on va y aller colonne par colonne, ça va bien aller. Alors, vous avez en premier, ici, on avait développé une série d'indicateurs qui proviennent de l'enquête réseau, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, en 2002-2004. C'est l'équipe de Joanne Otis, à la chaire de recherche du Canada en éducation de la santé, qui avait développé cette échelle-là. C'est une échelle qui n'existe même pas ailleurs dans le monde, une échelle disponible en français seulement, qu'on a décidé de réutiliser pour évaluer de façon générale la satisfaction des usagers par rapport au site. Alors, on avait des indicateurs, comme vous pouvez voir, de la qualité de l'information. Est-ce que l'information est facile à comprendre, sérieuse et crédible, exacte ou complète? On avait des indicateurs sur la facilité à trouver de l'information ou d'accéder à des nouvelles informations. Est-ce que les sites sont agréables? Est-ce qu'ils répondent aux attentes? Est-ce qu'ils m'apportent des bons conseils sur le plan de la santé? Du soutien sur le plan de l'orientation sexuelle? Également, est-ce que ces sites-là sont susceptibles de m'aider à maintenir une sexualité à moindre risque? Est-ce qu'ils m'aident à me sentir moins isolé? Est-ce qu'ils sont utiles ou pertinents pour des personnes comme moi? Et si je suis satisfait de façon générale pour mes visites sur les sites? Et vous pouvez voir que parmi les scores les plus élevés sont juste en haut. Donc, au niveau de la facilité à accéder à l'information, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau de la compréhension de l'information, regardez qu'il y a une différence assez importante au niveau des trans. Et quand on regarde ça, on peut penser que pour les trans, il y a tellement des enjeux qui sont complexes par rapport à l'hormonothérapie, par rapport aux chirurgies, que peut-être les gens disent, ben finalement, c'est pas si facile que ça à comprendre, ces informations-là. Quand on regarde dans les scores les moins élevés, c'est au niveau du soutien, au niveau de l'orientation sexuelle et du maintien d'une sexualité à moindre risque. Évidemment, ici, il faut faire attention, il s'agit d'une appréciation générale des sites. Si on prenait cette échelle-là et qu'on l'appliquait à un programme d'intervention pour la sexualité auprès, je ne sais pas moi, des personnes gays ou homosexuelles, on n'aurait peut-être pas les mêmes résultats. Finalement, on leur demandait aux gens de nous parler des activités interactives. Et là, on peut voir que dans l'ensemble, les scores sont nettement plus favorables. Ça semble aller dans le sens des recherches qui suggèrent que les activités interactives sont appréciées par les usagers. Je ne sais pas si vous voyez là l'ensemble des scores. Il n'y a rien en bas de 65, 63, 61. C'est quand même plus élevé que les sites en général. Alors, on leur demandait de nous parler, est-ce qu'ils étaient d'accord pour dire que les sites sont faciles d'accès, que les thèmes traités sont pertinents, sont diversifiés, intéressants. Est-ce que les informations sont sérieuses ou crédibles ou faciles à comprendre? Est-ce qu'on aime le fait qu'on puisse partager nos expériences? Regardez l'appréciation du fait que les activités peuvent être anonymes. C'est quand même assez élevé comme score, ce qui suggère que ça renforce un peu ce qu'on voit dans la littérature, à le fait que l'anonymat est un aspect important de ces activités-là. Par contre, ça l'est un peu moins pour les trans. Et ça m'avait surpris quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est peut-être en fait parce que les trans, eux, ne recherchent pas nécessairement l'anonymat. Au contraire, on voit dans la littérature que c'est justement dans un esprit de militantisme que ces gens-là se rassemblent sur Internet. Donc, peut-être que c'est un facteur qui pourrait expliquer ce résultat-là. Alors, en conclusion, comment ces données-là peuvent-elles servir aux gestionnaires des sites et d'activités interactives? Bon, on a vu que la recension révèle 2 types de contenus pour plusieurs populations ciblées de thèmes de santé abordés. Donc, ça aide les organismes à mieux comprendre cyberespace canadien en matière de santé des minorités sexuelles. Qu'est-ce qui est à faire? On a vu que des outils interactifs sont somme toute peu utilisés, mais que certains sous-groupes parmi les minorités sexuelles les utilisent davantage. On a vu qu'il y a des sous-groupes comme ces 2 sous-groupes-là, qui sont justement ceux-là, qui sont plus critiques à propos de la qualité des informations disponibles, notamment les personnes trans. On a parlé ce matin d'une accréditation qu'on peut avoir, le Health on the Net Foundation, qui peut offrir un examen de la qualité des informations sur le site. Donc, ça pourrait être intéressant à considérer pour les organismes gestionnaires. L'appréciation des activités interactives est nettement plus favorable dans l'ensemble. Et donc, comme je disais, ça pourrait être utile pour les gestionnaires. Et on est en train de préparer des fiches synthèses qui vont aller un peu plus dans les détails pour chacun des sous-groupes de minorités sexuelles et des jeunes également, qui seront disponibles sur le site de SVR vers la fin de l'année. Merci.